Bienvenue dans Oberkaï, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous. Et ça commence dès maintenant. J'ai le plaisir de recevoir Charlotte Sino. Bonjour Charlotte. Bonjour. Je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Du coup, Charlotte, tu es une entrepreneuse et complètement passionnée par l'univers de la décoration responsable. Avant ça, tu as travaillé 7 ans chez Maisons du Monde avant de te lancer et fonder River Home en 2020. C'est une boîte à impact qui propose du conseil déco naturel 100% en ligne. Vous avez des architectes qui conçoivent des aménagements et ou décorations en fonction des attentes clients. Et vous proposez également une liste d'achats produits. Dans tous les cas, l'éco-responsabilité est au cœur du projet et de l'activité. Il y a même un réel aspect social à ton activité puisque tu as la volonté aussi de reverser une partie des gains réalisés dans des associations. Donc, il y a une des causes qui te tient à cœur, ce sont les sans-abri. Vous avez monté le collectif Bien Chez Soi avec l'association Toi à Moi, donc Toi TOIT, pour acheter ou louer des logements pour les sans-abri et les redécorer pendant le confinement, principalement, je crois. Exactement, c'est ça. Et aussi tout ce qui est cause écologique, comme par exemple la reforestation. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Tu pourras nous en parler. Ouais. Et donc voilà, le sujet aujourd'hui, c'est la décoration responsable. Tu as déjà commencé à équisser. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici? Et est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, tu es parfaite. Moi, quand j'ai monté la boîte, c'était exactement ça. L'idée, c'était de se dire comment on va bouger les lignes, à la fois environnementalement parlant, disons c'est hyper dur à dire, et socialement parlant. Donc, c'est un bon résumé. C'est exactement ce qu'on fait. Parfait. Eh ben écoute, on commence cet épisode par notre petit jeu. Tu m'as préparé une vérité et 2 mensonges sur la thématique de la décoration responsable. Je t'écoute pour me les donner et puis écoute, j'espère que je vais trouver la bonne réponse. Ça marche. La décoration responsable est-elle plus chère? Première question. Question à 1 000 €. Attention. Oula. Est-ce plus compliqué de trouver de la décoration responsable? Ok. Et les étiquettes où on peut lire artisanat ou naturel, sont-elles vraiment responsables? Est-ce que ce sont vraiment des produits responsables derrière? Alors, pas si évident que ça finalement. Alors, je pense que notion d'étiquette, j'ai pas forcément les sources, mais bon, il y a quand même... Dans tous les cas, allez, pour moi, une des vérités, c'est quand même la décoration éco-responsable, c'est peut-être un peu plus cher, c'est vrai, quand on va dans des magasins spécifiques, en général, il y a quand même une petite différence de prix. La deuxième, est-ce que c'est plus compliqué? Bon, on en voit de plus en plus, quand même, de magasins tirés vers l'éco-responsabilité. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça, c'est un autre débat, donc, je dirais que celle-là est fausse. Et la dernière, sur les étiquettes, je sais pas. Mais tu nous expliqueras ça juste après. Bon allez, je vais dire que du coup la première c'est la bonne, c'est la vraie. Exactement, c'est vrai. La décoration responsable est plus chère, tout simplement parce que en fait, on se rend compte que lorsqu'on achète un produit responsable, il y a des gens qui travaillent, qui mettent beaucoup plus de temps qu'un produit en ligne qu'on va acheter, qui est fait en production en ligne en Chine ou en Asie. Donc il y a une différence de prix. En revanche, c'est une affirmation qui est réelle, mais c'est des produits que vous allez garder plus longtemps. Donc ça, faut bien changer un peu son mindset lorsqu'on change aussi ses habitudes, que ce soit dans l'alimentaire, je pense que les gens en ont conscience. Le prêt-à-porter, on commence aussi à en avoir conscience. Et dans la décoration, c'est le prochain secteur où on va se rendre compte aussi qu'on paye peut-être un peu plus cher. En revanche, c'est des produits qu'on va garder plus longtemps. Et des produits aussi plus sains pour son intérieur. C'est très important. Tout à fait. Ok. Et alors, du coup, au niveau des deux autres réponses, c'était... Alors, compliqué de trouver des produits responsables. Donc, en fait, le sujet, c'est que non, c'est pas plus compliqué. Parce que concrètement, on peut aller... responsable, ça veut dire aussi seconde main. Ça veut dire, pourquoi pas du DIY. On n'est pas obligé de changer tout. Donc, c'est un peu d'huile de coude souvent. Et puis, c'est moins simple, peut-être, en effet, que d'aller dans un magasin et prendre 400 € de déco d'un coup, parce qu'il faut aller voir des petits artisans, faut aller chiner, faut aller faire du DIY et faut regarder après tous les labels.
derrière les produits. Donc nous, c'est pour ça qu'on a monté la plateforme. On essaie de faciliter aux clients cette approche-là et de leur proposer tout un peu clé en main, comme un Yuka un peu de la déco, où ils ont tous les labels derrière. Donc l'idée évidemment, c'est de se dire que oui, c'est un peu plus compliqué peut-être, mais tout est possible, quoi. Ok. Il y a quand même des acteurs et il y a quand même, c'est quand même plus accessible. Exactement. Mais encore une fois, tu sais, c'est un peu comme l'alimentaire. Avant, les gens allaient peut-être moins dans les fermes, acheter des produits, allaient peut-être moins à la Biocoop, etc. Au marché, Et etc. tout est une question, voilà, tout est une question d'habitude. Et une fois qu'on a les mécanismes et les automatismes, en se disant, lorsque j'achète quelque chose, est-ce que je peux le trouver avant en seconde main? Et ça rentre vraiment dans les mentalités. Les têtes des gens. Ouais, dans les mentalités. On voit avec Vinted, par exemple. On pense avant d'aller s'acheter du neuf, qu'est-ce que je peux trouver sur Vinted? Bah, l'idée c'est que on regarde demain aussi ce qu'on a en seconde main en meubles avant d'aller dans les grandes enseignes. Tout à fait. Ok. Ou ce que je peux changer en couleur chez moi, un meuble à repeindre, etc. Exactement. Et c'est vrai que parfois ça a plus de charme aussi finalement de reprendre ce genre de meuble. Donc, exactement. Et nous, c'est vraiment notre souhait lorsqu'on refait des intérieurs et des 3D pour nos clients. L'idée, c'est pas de leur dire vous changez tout. L'idée, c'est de leur dire qu'est-ce qu'on peut garder, parce qu'on n'a pas envie de renouveler tout. Qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce que vous pouvez pimper pour que ce soit chouette, et qu'est-ce qu'évidemment faut changer si vraiment c'est en mauvaise qualité, parce que il y a énormément de consommateurs qui nous parlent de grandes enseignes et des produits qui durent pas dans le temps et qu'on peut pas au final repimper parce qu'ils sont déjà dans un triste état. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'acheter de la qualité au départ, même si c'est un peu plus cher, pour derrière que ça dure dans le temps et qu'on puisse s'en resservir. Tout à fait. Et du coup, sur la dernière, au niveau des étiquettes, je suis curieuse de savoir la réponse. Donc les étiquettes, il y a un énorme sujet parce qu'il y a énormément de grandes enseignes qui vont surfer sur la vague de l'artisanat, du naturel, etc. Sauf que, en fait, il y a des looks de produits qui sont artisanales. Donc par exemple, des tasses, des choses comme ça. Sauf qu'au final, c'est fait en grande production en Asie. Donc faut faire très attention. Alors matière naturelle, nous, c'est aussi notre baseline. Donc on y croit, sinon on ne le mettrait pas. En revanche, on peut trouver, par exemple, dans des grandes enseignes, je sais pas, un bougeoir en rotin. En revanche, derrière, ils ont mis 10 après avec des composants qui vont être nocifs. Mais en effet, la base est en matière naturelle. Donc, faut faire attention vraiment aux étiquettes parce qu'évidemment, vu que le côté RSE, tout le monde a envie de se redorer un peu le blason. RSE, juste pour ceux qui ne se connaissent pas, si tu peux juste détailler. Ouais, RSE, responsabilité sociale et environnementale. Merci. Et l'idée, c'est évidemment de se dire, sous chaque produit, c'est chouette si j'ai des labels qui vont derrière, évidemment, prouver ça. Donc, il y a plein de labels différents en fonction de la décoration du meuble. Et c'est important d'aller un peu plus loin et de lire bien les compositions des étiquettes parce que autant pour le prêt-à-porter, on fait attention, je pense, parce qu'on le porte directement sur la peau. Autant la déco, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui lisent les étiquettes et c'est très important pour comprendre en fait ce qu'il y a derrière votre produit et pas acheter un meuble où vous allez avoir des substances qui sont pas forcément chouettes pour votre intérieur. Ouais, tout à fait. C'est important. C'est vrai qu'on a plus tendance à le faire pour le prêt-à-porter ou maintenant pour la nourriture, etc. Mais peut-être pas encore suffisamment dans l'ameublement. Dans la déco, exactement. Donc, bien faire attention à ce qu'on achète, c'est très important. Parce qu'au final, il y a quand même des études qui ont été faites d'intérieur qui sont plus polluées que le périph' parisien. Tellement, en fait, les peintures des meubles et tout ce que vous avez chez vous, ça peut vous polluer votre intérieur. Donc, c'est très important d'ouvrir tout ce qui va être bougies, par exemple, qui sont pas naturelles avec des essences qui sont pas aussi des essences naturelles. Ça, c'est hyper cancérigène. C'est un exemple. Mais les peintures de votre meuble que vous avez acheté je ne sais où, prix, c'est pareil. Derrière, les contrôles, c'est... Il y a ça quand peut même vite être toxique, en fait. Exactement. Il y a quand même des normes européennes, etc. Mais il faut privilégier, même lorsque vous faites de la peinture, des peintures, par exemple, naturelles, où il y a 99,9% de matière naturelle, plutôt que des peintures acryliques qui sont hyper nocives, etc. Bah justement, pour côté peinture, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter avant, mais on avait interviewé Circouleur, je sais pas si tu connais. Ouais. C'est de la peinture. Et pour le coup, leur toxicité, enfin, il y en a pas en fait. Tu peux peindre à côté de ton enfant, il y a pas de souci. Tu vois, exactement. Ça se développe. Nous, on travaille qu'avec des peintures comme ça, que ce soit pour le DIY de nos clients ou pour les intérieurs des personnes.
C'est important. Donc, je l'ai pas encore écouté ce podcast, mais je le ferai avec plaisir. Tu rencontreras Naomi de chez Circular et franchement, c'est assez intéressant de voir son impact. Là-dessus, c'est chouette. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est cool que il y a plein de marques en fait de peinture, de papier peint qui tu vois qui émergent chaque année et je trouve ça génial en fait de se dire on commence à avoir plus le choix parce que avant on n'avait pas le choix en fait, on allait chez une grande ancienne, on achetait n'importe quel pot de peinture alors qu'aujourd'hui on peut acheter chez diverses enseignes des peintures qui vont être neutres en termes d'impact. Donc c'est chouette. Et ça, il y a 10 ans, c'était encore rare. Donc c'est toujours cool de voir qu'il y a des marques et des jeunes qui ou des vieux. Hein, moi, je suis pas contre les entrepreneurs qui lancent, totalement. Qui lancent des marques. Écoute, ça me fait transition. J'aimerais bien qu'on commence un peu de rentrer dans le fond du sujet de la décoration responsable. Déjà, tout simplement, juste pour que les gens comprennent bien, c'est quoi pour toi la décoration responsable, la notion de décoration responsable, et à partir de quand on peut dire qu'elle est responsable? On a un peu pris le sujet en gros avec ce petit jeu. Là, on va rentrer un peu dans le détail là-dessus, si tu veux bien. Ouais. Alors, c'était un gros sujet quand on a monté la boîte de se dire qu'est-ce qu'on va avoir derrière au final. Qu'est-ce que ça veut dire la décoration responsable? Parce que le terme est quasi galvaudé au final. On en a tellement entendu parler qu'on sait plus ce qu'il y a derrière. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était très rare d'avoir un produit qui soit... Enfin, parfois ça existe, mais qui soit à la fois naturel, qui soit responsable, qui soit made in France, qui soit recyclé, qui ait tous les labels possibles et inimaginables. Donc on s'est dit, le sujet c'est pas forcément d'avoir le produit parfait. Ça va venir les produits parfaits, mais c'est pas encore la majorité du marché. L'idée c'était de se dire, c'est des produits qui changent un peu le monde, qui essaient par leur composition ou leur fabrication d'être plus responsable. Donc ça passe évidemment par du made in France. On est un peu chauvin, on va pas se mentir. Hein. On a encore des belles usines qui travaillent en France, beaucoup sur le tissu, le canapé, les poteries, ces choses-là. On a des très beaux producteurs de poteries dans le sud de la France. Tout ce qui est rotin, par exemple, on avait des villages entiers avant-guerre qui faisaient du rotin. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Donc il y a quand même des usines ou des fabricants, des artisans qui ne font plus ce genre de produits en France, mais ces usines en tout cas qu'on a encore, il faut les faire travailler. Donc nous par exemple, les canapés avec qui on travaille, c'est des fabricants qui sont à Lille, tout est fait à moins de 300 km de l'usine, il y a des labels dans tous les sens et c'est un produit qui est parfait parce qu'il est made in France, il y a du lin naturel qui est fait en Europe et il y a plein de labels derrière. Donc ça c'est un produit qu'on trouve trop chouette. Parfois, tous les produits ne répondent pas au Made in France, à ces labels, aux produits naturels, etc. Et au recyclé, parce qu'en plus, pour les coussins, il y a toute une partie de mousse recyclée aussi qui va dans les coussins. L'idée, c'est de se dire, OK, s'il n'a pas tout ça, qu'est-ce qu'il a? Donc, soit ça peut être un label. Donc, par exemple, un label où on sait d'où vient le bois. Ça veut dire qu'il y a une traçabilité sur le bois. C'est pas un bois qui vient de la déforestation, qui a été d'Amazonie ou d'Indonésie, etc. Donc, soit il y a un label sur le bois pour dire qu'il était tracé, qu'il a été coupé, qu'on a replanté derrière, c'est hyper important. Soit ça peut être aussi des produits qui vont être de base de produits recyclés, du métal recyclé, par exemple, ça on a quelques produits comme ça, où tout le métal vient évidemment du recyclage. Pareil pour les verres, on a du verre recyclé, donc ça c'est super. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi, par exemple, on travaille avec des marques où c'est des verres qui sont faits à partir de bouteilles de vin qui sont coupées, derrière repolis. Donc là, c'est la transformation d'un produit existant, c'est du recyclage aussi, même si on refond pas la matière, c'est un nouvel usage. Il y a aussi tout ce qui va être seconde main. Nous, on travaille avec plein de chineurs partout et de brocanteurs partout en France. Et l'idée, c'est de mettre en avant leurs produits. Donc ça peut être de la seconde main. Ça peut être des plantes, mais l'idée, c'est pas d'aller chercher des plantes, pareil, qui ont été produites je ne sais où. C'est de bosser avec des producteurs français. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être des labels bio, par exemple, pour tout ce qui est textile de maison. Ou des made in France ou Europe pour tout ce qui est tissage, rideaux, etc. Enfin voilà, l'idée, c'est de se dire pourquoi on a choisi ce produit. C'est pas forcément pour toute une ligne directive qui est la même pour chaque produit, et c'est de se dire ce produit-là, il a été choisi
parce que derrière, soit c'est que de la matière naturelle, soit c'est que du recyclé, soit il y a des labels, etc., du Made in France. Est-ce que tu as des exemples justement de labels à citer comme ça ou qui peuvent être intéressants pour un particulier de faire attention, tu vois? Par exemple, si c'est noté sur le produit ou... Ouais, complètement. Alors, il y a le label FFC, par exemple, pour tout ce qui va être bois. Il y a le label NF Environnement, qui est plus global. Il y a le label GOTS, par exemple, donc qui est un peu controversé, GOTS, parce que voilà, c'est par rapport au coton, donc par rapport à la production mondiale. Et je pense que voilà, c'est mieux qu'un coton traditionnel, mais il y a encore des efforts à faire. Enfin voilà, il y a le label Fairtrade qui promet, comme sur l'alimentaire, d'avoir un produit qui est ou qui rapporte à son fabricant un juste prix. Enfin, il y en a plein, je pourrais vous en citer. Ouais, les plus ça gros. émerge. Il y a Ecocer aussi. Ouais, il y a Ecocer. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Heureusement, ça bouge. Donc, de toute façon, dès que vous avez des petits labels, n'hésitez pas à regarder sur votre téléphone à quoi ça correspond. C'est hyper intéressant en plus. Et puis, tous les sites maintenant de labels sont bien faits. Ça vous explique pourquoi, comment le label sur est quels conçu critères, et ce qu'il y a derrière. Exactement, sur quels critères. Donc ça, ces labels-là, c'est évidemment très important pour bien choisir son produit. Et après, il y a un sujet marque, on va pas se mentir. Lorsque vous achetez pour une marque, n'hésitez pas aussi à regarder les engagements sociaux, environnementaux, parce que évidemment les labels c'est sur le produit, mais c'est très important que les usines qui travaillent pour la marque y aient des audits sociaux, qui est vraiment un engagement qui fasse que, parce que vous pouvez avoir bon, c'est très rare parce que les usines qui sont engagées avec des labels sur les produits sont en général engagées socialement. Mais c'est important aussi de voir si la marque audite ces usines. Enfin, je veux dire, par exemple, quand on parle d'usine textile, il y a un vrai sujet. Il faut pas que toute la teinte des textiles soit mise dans les fleuves en Inde. Ça s'est vu il y a longtemps, même au Maroc, etc. L'idée, c'est vraiment de se dire la marque est engagée, fait attention aux usines avec qui elle travaille, aux artisans, et aussi derrière qu'il y ait des audits sociaux pour que les gens soient payés en fait au juste prix, passe pas trop d'heures, qu'il n'y ait pas d'enfants. Enfin, tout ça, c'est du global. Donc la marque en général derrière, on a toujours les engagements sur. Après, sur le site. à voir aussi pour comment vérifier en fait que les engagements sont aussi réalisés. Mais maintenant, on construit beaucoup en public, et c'est ça aussi qui fait preuve, un peu preuve C'est ça. des engagements. Exactement. En général, ouais, voilà. C'est en général une marque qui commence à être en public et à parler de ça ouvertement. Si c'est pas vrai, ce qu'elle dit, elle se fait vite quand même striker par la machine, parce qu'entre les réseaux sociaux, le machin, le truc, enfin, il y a tellement une liberté, comment dire, d'information, de communication que concrètement elle se fait striker si c'est pas bon. Donc les gens qui communiquent en public, en général, c'est des gens qu'on peut C'est plutôt croire, bon signe. en tout cas. Et c'est plutôt bon signe, en effet. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu as 3 marques, pour en citer 3, après je suppose qu'il y en a plein, que tu as un peu en chouchou, en préféré, et que tu aurais à conseiller à certaines personnes? Hyper dur parce que je bosse avec 70 artisans et marques. Alors si j'en dis une et pas l'autre, ils vont me dire non mais tu m'as pas cité dans le podcast. Écoute, au final, je vais faire de l'anti-commerce, mais si j'en avais une à citer, tu vois, tout ce qui est Emmaüs, par exemple, je trouve ça génial, en fait, en termes de déco, parce que c'est pas racheter du neuf. En plus, derrière, il y a tout un côté social chez Emmaüs. Donc, si je devais t'en donner une, tu vois, c'est pas vraiment une marque, mais en tout cas, c'est acheter de la seconde main, et derrière, il y a de la réinsertion de personnes, et ça, je trouve ça génial. Donc si parfois, moi je dis souvent à mes potes avant d'aller acheter neuf, mais allez chez Emmaüs, allez voir chez ce genre d'organisme, c'est hyper important. Donc ça c'en est peut-être une. Après j'ai plein de copines qui ont des brocantes aussi en ligne, donc je pourrais t'en citer 10 parce qu'elles sont toutes plus brillantes les unes que les autres, et je vais pas t'en donner une en particulier, mais j'en ai plein sur Instagram. Une place pour chaque chose.
Mocha, tout ça, c'est des nanas qui bossent bien. Sur tout ce qui est artisan, moi j'adore Marine Feuillera, on a fait une collab avec elle, elle fait de la poterie, on a été la filmer, on a fait une vidéo incroyable, c'est vraiment une artisane extraordinaire, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Marine Feuillera. Il y a des jolies choses, par exemple chez Ambre Céramique aussi, c'est très sympa. Enfin voilà, pour ce qui est céramique, j'aime bien, mais bon, je te dis pareil, j'en ai des dizaines et des quinzaines, je pourrais t'en citer plein. Et en troisième produit ou marque, qu'est-ce que je pourrais te dire que j'aime beaucoup? C'est mes canapés, quoi. Mes canapés made in France. Je vais faire mon auto-pub, mais c'est vrai que cette usine avec qui on travaille à Lille, c'est une usine familiale qui bosse super bien. On a des prix incroyables. On a sorti notre site, tu vois, la semaine dernière avec notre premier canapé personnalisable qui a un best, le canapé Albe. Bah, en fait, je trouve ça génial parce que on a encore ces fabricants en France. Faut les faire bosser. Le produit a tous les labels possibles et inimaginables et à un prix défiant toute concurrence. Donc, acheter français, quoi. Et puis moi, je vais rajouter mon côté chauvin. Je suis lilloise de souche, donc du coup, très, très bien. Ah bah voilà. donc voilà, si je devais citer Ok, après, je sais bien, la liste est non exhaustive et que j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres acteurs, hein, mais c'était pour dire d'au moins essayer de sortir un peu quelques oui, marques éco-responsables sur qui on peut avoir confiance et aller les yeux fermés. D'ailleurs, est-ce que dans le responsable, donc dans la décoration responsable, est-ce qu'il y a des matières naturelles ou brutes à privilégier? Est-ce qu'il faut faire attention? On en a parlé un petit peu, hein, mais ouais. Si on veut aller un peu plus en profondeur là-dessus, est-ce que tu as des conseils là-dessus au niveau des matières? Comment aborder ça? Alors en fait, les matières, tu as raison, c'est le point central. Okay. Acheter le plus naturel possible. En général, évidemment, ça permet de pas avoir trop de composants chimiques derrière, et ça permet d'être aussi d'avoir un produit qui va durer dans le temps. Si je vous prends des grandes enseignes qui font énormément de produits en mélaminé, des produits qui sont pas en bois véritable, tout simplement, en fait, c'est des produits qui vont moins durer. Alors, par exemple, si vous achetez une table en bois massive, vous pouvez la repeindre, vous allez pouvoir la poncer, elle va durer dans le temps, même si vous voulez lui changer un peu son look. Si vous achetez des produits en composite, malheureusement, ça tient beaucoup moins, on va pas se mentir. Donc, c'est très important de regarder ça. Et c'est pareil après pour tout ce qui est textile de maison. Si vous achetez du lin, c'est des matières que vous allez pouvoir reteindre si vous vous lassez, par exemple. En revanche, si vous achetez du polyester premier prix, c'est pas possible, ça se reteint pas. Et en plus, les matériaux, c'est pas forcément, il peut y avoir des composants volatiles, etc. C'est pas forcément bon aussi pour ce que vous respirez au quotidien. Donc oui, les composants, c'est très important de prendre la meilleure qualité possible pour derrière le garder le plus longtemps. Donc voilà, encore une fois, on parle souvent de prix, mais il y a des milliers de tables en bois massif qui demandent une seconde vie, en fait. Donc faut juste aller choper la table qui vous plaît et aller la pimper pour qu'elle arrive dans votre intérieur à votre goût, avec les bonnes couleurs et compagnie. Exactement. Donc oui, bien regarder les compositions et vraiment prendre du naturel un maximum sur tous les produits. Ok. Je sais pas, après, donc on parlait effectivement du prix en début avec le petit jeu. Tu me disais, moi c'était une de mes questions, est-ce que acheter de la décoration responsable c'est plus cher? Donc on l'a plus ou moins répondu au début, oui. Mais qu'est-ce que ça implique aussi quand on fait le choix d'acheter peut-être un peu plus cher notre décoration? Comment en fait on peut avoir ce retour sur investissement? Est-ce que t'as des choses à apporter là-dessus? Oui, alors moi ce que je dis souvent déjà aux gens, c'est avant d'acheter, désencombrer. Donc revendez des choses qui vous servent plus, comme ça vous allez déjà avoir un peu d'argent. Voilà, donc revendre en seconde main évidemment. Et derrière, lorsque vous achetez, pensez quelque chose d'intemporel. C'est très important. Moi je dis tout le temps à mes clients,
et d'ailleurs, on essaie de pas en fait avoir de produits qui vont être instantanément dans la mode, mais plutôt des produits qui vont durer dans le temps, qui vont être intemporels, quelque chose dont on va pas se lasser. Donc ça, c'est très important. Faut bien réfléchir à ce qu'on achète lorsqu'on achète une table. Est-ce que on a envie de l'avoir pour une grosse partie de notre vie? Idem pour les chaises, idem pour tout en fait. Se dire que si on a envie de changer de couleur, etc. Moi, j'adore la déco, donc évidemment, j'aime aussi parfois le changement. Et ben, c'est de se dire derrière, est-ce que je peux juste changer mes coussins, par exemple, pour que ça ait un impact visuel et que je me lasse pas. Mais tout ce qui est grosse pièce et qui a un impact environnemental, type un canapé, une table, des chaises, un grand meuble, etc. Bien réfléchir pour que ce soit pas quelque chose avec un motif dans 2 ans qui vous pourrez plus le voir, ou voilà, si vous avez envie de changer de couleur, d'accessoires avec des coussins, un nouveau tapis, etc. Ça ira toujours dedans. Donc bien réfléchir à ce côté intemporel qui vous permettra en fait tout simplement de le garder plus longtemps. Ok. Est-ce qu'il y a des styles justement de décoration qui correspondent mieux à la décoration éthique et responsable? Donc il y a cette question de l'intemporalité. Ouf, j'ai bien dit le mot. Mais après, est-ce qu'il y a des styles de décoration type plus moderne ou type, je sais pas, industriel ou choses comme ça qui font que c'est plus facile d'aller vers ce type de décoration? Alors nous déjà, c'est une très bonne question. On ne fait jamais des total looks. Ok. Tu sais, t'as pas mal d'enseignes qui vont faire des catalogues entiers de nordiques, de classiques, enfin voilà. Et en fait, c'est par thème. Mm-hmm. Sauf que c'est le meilleur moyen de s'en lasser. Si t'as une déco nordique pendant 4 ans, avec tes chaises, ton machin, ton truc, t'en pourras plus, parce qu'en fait, tout simplement, c'est le même style. Nous, on fait jamais ça. On mixe les genres. Mm. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir, par exemple, un petit meuble Indus, avec à côté une jolie armoire chinée, une petite table qui va être en rotin, et je sais pas, un canapé qui va être beaucoup plus vintage, années 70. En fait, le total look, c'est la meilleure chose pour avoir envie de changer et de tout bazarder d'un coup. C'est comme, tu sais, quand tu vas chez des gens dans leur maison de campagne où ils ont mis des poissons partout. Au bout de 10 ans, ils en peuvent plus, tu vois. Et tu vois d'ailleurs sur les vides-greniers des décos entières de soit fuchsia, soit verte pomme, soit avec des poissons, parce qu'en fait, ils ont saturé. été trop loin, Saturation du poisson. dans leur déco, et ils ont saturé sur un thème précis. Donc c'est pour ça qu'au final, lorsqu'on choisit de la déco, faut la choisir un peu avec le cœur, faut vraiment avoir un coup de cœur sur le produit, et derrière mixer les genres. Ça c'est hyper important. Et les couleurs, hein. Ne pas se retrouver avec un intérieur vert pomme, sinon on va le devenir dans 2 ans. Ok, c'est intéressant ça comme conseil justement. Et est-ce que t'as des alors tu disais pour justement mixer ces styles, des réseaux ou des méthodes à privilégier pour je sais pas pour rechercher ce genre de décoration. Alors moi j'avais entendu parler, donc je sais pas si c'est des choses que vous utilisez, mais des alternatives comme l'upcycling, le fait de chiner effectivement, Ouais. donc tout ce qui est brocanteur, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou des choses à appuyer là-dessus par exemple? Comment faire en fait quand on n'est pas habitué de ce genre de mode de fonctionnement et qu'on a envie de s'y intéresser? Ouais. Alors moi, je sais que mon meilleur ami, c'est Pinterest pour l'inspiration. J'aime beaucoup en fait m'inspirer à droite, à gauche. Alors Instagram, c'est très bien pour ça aussi, hein, parce que voilà. Et j'ai des captures écran de styles que j'aime bien, de canapé, etc. Et après, je me refais des petites planches. Bon, moi, c'est un peu mon métier, hein. Et je me refais des petites planches avec le mix que j'aime bien. Par exemple, pour une pièce. On a refait un ancien presbytère il y a quelques années. Et par pièce, j'avais ce canapé-là que j'ai vu sur Pinterest que je pourrais chiner, cette robinetterie-là que j'ai vu chez un petit fabricant français, mon carotiment que je vais faire par l'artisan en face de chez moi qui fait ça à la main. Je vais taper des petites planches comme ça. Donc, tu vois, moi, je suis pas architecte de formation. J'ai fait ça vraiment sur PowerPoint à l'époque, tu vois. Et je me suis dit, OK, où est-ce que je vais aller trouver ça de manière la plus responsable? Donc, au final, tel canapé, tu vois, j'ai été le chiner. Tel luminaire, je l'ai acheté sur Etsy chez un petit artisan. Tu vois, Etsy, c'est une plateforme où tu as pas mal d'artisans. Le carotiment, je l'ai fait faire par mon artisan en face de chez moi, tu vois, qui fait tout à la main. La table, pareil, je l'avais chinée. Enfin, voilà. En fait, l'idée, c'est de se dire, j'aime ça en inspiration. Comment je fais pour aller
pour aller le trouver, en fait, tout simplement. Donc, ouais, Etsy, c'est bien, Le Bon Coin, les marques avec traçabilité que vous allez trouver au fur et à mesure avec des petits hashtags sur Instagram, sur Riverhome, nous, on en montre beaucoup, beaucoup. On bosse aussi beaucoup avec des gens, tu vois, qui vont faire de la peinture, par exemple, plutôt qu'acheter un poster. Voilà, tu vois, l'idée, c'est de faire bosser aussi des personnes qui font un peu d'art. Enfin, en fait, au final, c'est non. En fait, des gens, on peut en trouver. Il faut juste prendre le temps et se les mettre de côté. C'est ça le plus dur au final. Mais sur Pinterest, c'est bien fait parce que vous pouvez vous faire des petits, voilà, des petites épingles et puis les garder au chaud. Et sur Instagram, il y a une petite case enregistrer où vous pouvez aussi enregistrer et faire des petits lots. Et derrière, après, bah, vous avez plus qu'à taper sur mots-clés, soit sur Google parce que aujourd'hui les brocanteurs sont référencés. Donc si vous tapez par exemple un canapé Togo qui est un canapé qui est beaucoup acheté en seconde main, bah, vous allez tomber sur tous les revendeurs qui ont ce canapé-là, et sur le Bon Coin, c'est pareil. Et puis après, si vous voulez un canapé, par exemple, gris pied-bois, vous pouvez aussi taper canapé gris made in France et vous allez tomber sur des marques. Donc moi, je le fais beaucoup en mots-clés et après, je garde en tête les petits artisans, les petites marques, les petites choses que j'aime bien. Pour essayer de chiner plutôt, d'aller chercher plutôt dans ce genre de magasins ou d'artisans ou etc., quoi. Exactement. En revanche, ça demande un peu plus de patience dès qu'on chine, on va pas se mentir. Hein. Ouais. C'est pas un produit qu'on peut avoir comme ça en claquant des doigts. Donc, mais en même temps, je trouve ça génial. On peut passer des semaines. Moi, je me mets des petites alertes parfois sur des produits que je veux. Par exemple, j'ai envie d'acheter une table de chevet à un de mes fils. Je me suis dit, je vais pas acheter en neuf. C'est ridicule. Et j'avais pas de petite marque chouette sous le coude, qui en avait une qui correspondait à mes attentes, donc je me suis mis des alertes. Il y a ce plaisir aussi de la recherche et de l'attente aussi, parce qu'une fois qu'il est là, qu'on l'a trouvé, qu'il est dans la pièce, qu'on a décidé, il y a ce côté aussi un peu satisfaction personnelle, ça y est, je l'ai trouvé, quoi. Exactement. Donc moi, je trouve ça chouette. Et puis après, tu vois, j'écume pas mal les marchés artisanaux, hein. Donc j'ai toujours une petite pièce cool que j'ai ramenée. Donc ça, c'est cool. Et puis on est hyper sollicité aussi par notre compte Instagram aussi. Donc tu vois, on arrive à avoir des super marques qui disent « Ah, j'adore ce que tu fais, je suis une petite marque française, je fais un pegboard, etc. » Donc enfin, tu vois, on en découvre tous les jours. Je voulais terminer un peu sur ça parce qu'il y a cette, je sais pas si c'est un sujet ou pas, mais il y a le fait d'être 100% en ligne, donc la décoration 100% en ligne, et il y a la décoration entre guillemets dite plus de contact direct en magasin. Est-ce que ça peut être une crainte ou un rapport en fait au consommateur qui est différent quand on a envie aussi d'aller vers le responsable, oui, mais dans le sens où quand on veut faire de la déco, parfois on a besoin de toucher, de voir le produit, d'être plus en contact. Comment rassurer en fait entre guillemets des particuliers qui ont envie de se dire moi j'ai envie de faire de la décoration responsable, il y a plein de sites en ligne, je suis pas forcément à côté de l'artisan ou du brocanteur, etc. pour aller voir le produit. Comment en fait, comme toi dans ton business tu le vis, tu abordes ça? En fait, nous, on communique beaucoup. Là, par exemple, pour la sortie des canapés Made in France, on a fait une vidéo pour montrer l'usine, pour montrer comment c'était fait, et qui explique vraiment toute la traçabilité du produit. Donc ça, c'est hyper important. Le côté information sur chaque produit que l'on fait, avoir vraiment de l'information qualifiée, authentique. Donc sur Instagram, on fait passer le message évidemment parce que c'est très bien fait, et aussi autour de la vidéo. Et là, ce qu'on avait mis en place et qu'on va encore plus développer, c'est le côté, tu sais, quand tu achètes une tablette de chocolat qui est responsable, t'as ton petit artisan derrière ou t'as la tête. L'idée, c'est exactement ça. C'est de se dire, en fait, on a envie de voir les gens derrière, on a envie d'humaniser. Donc, tu vois, c'est ce qu'on est en train de mettre en place aussi. On le fait aussi beaucoup par le biais de contenus divers et variés qu'on fait sur les marques responsables qu'on trouve chouettes. Donc, le gros sujet, c'est de communiquer. Mais tu vois, c'est très intéressant comme question parce que hier soir, par exemple, j'avais un client qui m'appelait. On a une ligne sur notre site internet, vous pouvez nous appeler, ça tombe sur mon téléphone, c'est une volonté. Hein. Donc, un jour, ça sera plus moi qui le gérera, mais aujourd'hui, c'est encore moi qui le gère parce que je trouve ça hyper chouette d'avoir tous les clients qui ont des questions, des problématiques. Moi, ça me fait vachement réfléchir sur mon business. Et hier soir, tu vois, avec la sortie du canapé, j'avais un monsieur qui m'appelait en disant, je trouve ça trop cool, je cherche un canapé avec de la traçabilité, avec des labels Made in France. Le look, je l'adore.
Et il était passé, tu vois, par un conseil déco. Il était hyper content de sa salle à manger. Il lui manquait plus que ce produit-là pour terminer sa déco. Et il me disait, mais en revanche, Charlotte, j'aimerais beaucoup l'essayer. Donc moi, c'est un sujet d'acheter un canapé en ligne, etc. Et donc, ce qu'on propose aussi aux clients, parce qu'on a une communauté quand même maintenant qui est vaste, c'est de se dire en fait, on n'a pas de showroom. En revanche, peut-être que tel client qui a acheté ce canapé-là, il va bien vouloir en fait t'accueillir, prendre un thé pour que tu l'essayes chez lui. Et du coup, c'est ce qui va se passer pour ce client, tu vois. Parce qu'en fait, on avait testé ce produit-là avant de le lancer à grande échelle il y a un an. On a eu déjà des dizaines de clients qui l'ont acheté. Et donc, on a envoyé un petit message en disant, bah voilà, on a un client qui vous avez le droit de répondre non, mais vous avez le droit de répondre aussi oui. Et la communauté Rêverum, c'est aussi ça. Donc au final, ça va se faire comme ça. La personne a dit mais évidemment, en fait, si j'avais été client, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ok, viens l'essayer. Donc c'est énorme, je trouve. J'ai un de nos clients qui va venir chez une autre cliente à nous. C'est trop bien, ça remet de l'humain aussi en fait, et c'est ce qu'on veut aussi dans tout ça. Ça remet de l'humain. Mmh. Exactement, ça remet de l'humain. Et la personne, tu vois, elle est d'Orléans, elle nous a dit, bah, je vais venir passer un week-end à Nantes, découvrir votre belle région et essayer le canapé Rivera. Trop bien, trop bien. C'est vrai que c'est cool parce que ça rapporte un peu de proximité, de choses qui sont aussi sympas dans ce genre d'univers. Donc, ok, bah trop bien. Complètement. Donc tu vois, c'est un exemple d'hier soir. Et ben écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas si tu vois des autres éléments, sinon on passe à la phase action. Action. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Nos éditeurs, ils ont un projet de décorer une pièce de leur maison le plus éthique et responsable possible. Est-ce que tu as un conseil super concret, une question qui devrait se poser, des acteurs à conseiller, un truc très concret là tout de suite à leur proposer pour les aider dans leur projet de décoration responsable ? C'est évidemment, vous êtes entouré sûrement de personnes qui aiment la déco. Et au final, il y a sûrement aussi des chineurs, il y a sûrement des personnes qui consomment plus durablement peut-être. Donc n'hésitez pas à vous faire former, entre guillemets, par des copains, des copines qui aiment ça et qui vont vous embarquer quelques mois le temps de votre déco avec elles lorsqu'elles vont faire un peu de shopping, enfin voilà. Donc au final, vous servir de votre réseau, si vous ne servez pas de professionnels comme nous, de bien vous entourer pour au final choper la bonne petite marque, le bon petit artisan et aussi avoir cette fibre déco parce que tout le monde ne l'a pas. Donc s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui l'a, utilisez-le. Hein. Les potes, ça sert à ça, et la famille aussi. Hein. Donc ce serait le meilleur conseil. Après, sinon, c'est l'autre meilleur conseil, c'est passer du temps sur Pinterest et Instagram pour faire votre petite shopping list avec produit par produit, quoi. Mais ça, c'est plus pour les passionnés. Pour ceux qui ont pas cette passion, je comprends que ça va être long. En résumé, s'entourer un maximum pour justement voir sa décoration et essayer d'avoir tout l'univers qui correspond à ce qu'on souhaite poser chez soi, quoi. Exactement. Ok, super. J'ai une autre question qui est un peu plus personnelle. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi pour toi ton bercail idéal ? Le bercail idéal, je trouve que c'est un bercail authentique, avec des valeurs environnementales, sociétales, et un bercail fun, quoi, où on se marre. Ok. Donc là où tu retrouves ta famille, tes amis, ou que tu te sentes bien chez soi. Exactement. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de... Enfin, chaque maison doit correspondre, chaque bercail doit correspondre à ce qu'on est, quoi. À notre vibration, à nos énergies. Et c'est très compliqué de dire il doit être comme ci, il doit être comme ça. Au final, évidemment, le côté éco-responsable, social, c'est très important. Mais au final, être bien chez soi, on le voit avec le collectif qu'on a monté pour les sans-abri. C'est juste incroyable le bien que ça peut faire de se sentir en fait chez soi avec la bonne déco qui peut être la déco qu'une autre personne trouvera horrible. L'important, c'est de s'y sentir bien et d'avoir un peu son havre de paix où on peut évidemment recevoir ses amis si on en a envie et être bien en famille ou même seul, parce qu'il y a des gens qui habitent seuls, mais de trouver au final les bonnes couleurs, les bons produits
qui vont faire qu'on s'y sente bien. Ça, c'est très important. Et il y a tout qui correspondent peut-être plus aux valeurs. Oui, complètement. Et puis après, j'ai pas parlé de Feng Shui, mais on fait beaucoup ça pour le collectif et pour certains clients qui nous demandent. Donc le Feng Shui, c'est l'idée de libérer un peu les énergies, qu'elles circulent bien. Donc après, faut y croire, hein, évidemment. Mais j'ai plusieurs amis là-dedans qui font du Feng Shui et les répercussions sont juste dingues sur la vie des gens. On se rend pas compte du pouvoir de chez soi, en fait. Et qu'au final, un endroit sale, encombré, avec de la déco qui correspond plus forcément à qui on est ou qui nous encombre un peu l'esprit, en fait c'est pas bon, quoi. C'est pas bon pour son quotidien. Donc faut bien réfléchir, et c'est pour ça que je dis souvent aux clients, désencombrer, parce que en fait toute une vie dans sa maison on encombre, mais on encombre aussi sa tête. Donc c'est très important de désencombrer pour mieux être, en fait. C'est lié aussi à tout ce qui est mental et charge, hein, je pense. Tout est lié. Ça peut être lié derrière à votre couple, ça peut être lié à votre fatigue, ça peut être lié à plein de choses. Tu sais, il y a des gens qui cumulent comme ça. Je sais pas si tu connais cette maladie où ils peuvent pas jeter, en fait. Oui. Et t'imagines, année après année, mois après mois, c'est plus possible, quoi. Ils se retrouvent sous des détritus, etc. Donc et le jour où au final on arrive à désencombrer leur intérieur et leur redonner un intérieur confortable où tout est nettoyé, en général c'est le début où ils se sentent mieux, etc. Donc c'est évidemment, donc là à moindre mesure chez les gens, mais c'est quand même très important de se rendre compte de l'impact que ça a, en fait, sur son quotidien, son intérieur. Tout à fait. Aussi bien pour soi que pour se sentir bien. Que pour les autres. Et même, ce qui est drôle, c'est quand tu arrives chez les gens, tu te fais déjà une première impression de qui ils sont. Et c'est très important, tu vas te soigner son accueil d'entreprise, de soigner son accueil chez soi. Parce que directement, tu te dis, soit tu te sens bien, soit tu te sens mal, mais ça laisse pas indifférent, tu vois, quand tu rentres chez quelqu'un, dans l'intimité de quelqu'un. Donc, tu vois, c'est pas anodin, quoi. Il y a les émotions qui rentrent en jeu complètement. C'est pas anodin, du coup, ça joue. Ok, super, super intéressant. Est-ce que tu as des ressources à nous proposer, je sais pas, type podcast, newsletter, chaîne, personne aussi, qui pourrait être intéressante à interviewer sur ce sujet ou autre? Qu'est-ce que j'aime bien? Moi, j'aime bien le podcast du panier. C'est beaucoup d'entrepreneurs qui y vont, donc je trouve ça intéressant. Après, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre en info? Moi, j'aime beaucoup, en fait, c'est pareil, ça va pas être exhaustif, mais en fait, je suis des centaines de comptes différents autour de la déco. Et ça, c'est pareil, je serai jamais exhaustif à tout vous donner. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que sur River Home, on met en avant des artisans et des marques cool. Donc, toutes les semaines, vous avez des nouveautés. Et vous les verrez déjà sur notre compte, de toutes ces personnes, des artisans, des lieux cool, des chineurs. Il y a tout ce qu'on aime, en fait. Donc je vous conseille d'y aller, parce qu'au final c'est un peu notre ADN. Et après, parce que l'idée c'est pas de parler que nous et de nos canapés ou de nos conseils déco, c'est vraiment d'ouvrir et qu'on vous fasse découvrir un maximum de personnes qui vont être dans notre ADN responsable et social. Ok, très bien. Et écoute, où est-ce qu'on peut toi te contacter si on a envie d'aller un peu plus loin, de discuter de River Home ou de décoration? Est-ce que t'as sur River Home, déjà vous pouvez nous contacter sur River Home. J'ai une community manager, mais je suis beaucoup. Parfois c'est moi, et souvent c'est moi qui réponds aux personnes le soir. La journée j'ai pas le temps, mais j'aime bien parler avec la communauté le soir. Donc Instagram évidemment, river.home.deco. LinkedIn, c'est River Home également. Donc déjà, là, vous êtes sûr de nous trouver. Ok, super. Je te remercie, c'était trop bien. Je sais pas si tu as un dernier mot à rajouter avant de clôturer cet épisode. Qu'est-ce que je peux rajouter? Écoutez, essayez de bouger les lignes. Je trouve que c'est ça qui donne de l'énergie et de la joie dans sa vie. Nous, on essaie à notre petite échelle de bouger les lignes et du social et de l'environnemental. J'en suis sûre qu'à votre niveau, vous pouvez faire bouger quelques lignes aussi. Ok, trop bien. Merci beaucoup Charlotte. À très vite et bonne journée à toi. Merci à toi, c'était chouette.
Encore merci Charlotte pour ton passage sur Oberkaï. Si je devais retenir 3 choses importantes de cet épisode, ça serait: renseignez-vous un maximum sur les compositions, les provenances et les labels pour bien choisir votre produit de décoration responsable. Ensuite, pensez à intemporalité, pour garder votre déco plus longtemps ou pour pouvoir, si besoin, la changer facilement. Et enfin, mixez les genres. Un style tout nordique, tout industriel ou tout classique peut à terme vous lasser. Il faut pouvoir changer de style rapidement et ça passe par le mixage de produits. Si tu as aimé l'épisode, tu peux soutenir Oberkaï en nous laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais qu'on aborde. Et si on co-créait Oberkaï ensemble? Si tu te dis « Oh non, l'épisode est déjà terminé », tu peux vite nous retrouver sur le site www.oberkaï.co et y retrouver tous les sujets abordés dans ce podcast. À très vite!